Madame Raouda Gefrej, je suis enseignante universitaire, experte dans le domaine de l'eau et l'adaptation au changement climatique. Je suis membre du club écolo de la Tuge, membre de plusieurs autres associations qui travaillent dans le domaine de l'eau et même l'enfance. C'est vrai qu'on a beaucoup d'ouvrages. On a actuellement, le ministère de l'Agriculture parle de 33 barrages, plus de 200 barrages collinaires et 900 lacs collinaires. Donc imaginez l'infrastructure qu'il y a, et avec ça nous sommes un pays qui vit sous stress hydrique et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ceci est dû au fait qu'il y a un potentiel qu'on peut mobiliser qui ne peut pas dépasser actuellement les 4,8 milliards. Et donc si vous divisez ce 4,8 milliards par la population tunisienne, vous allez trouver une dotation, ce qu'on appelle une dotation de 419 mètres cubes par habitant et par an. Et donc, ce potentiel par habitant est insuffisant pour faire face au développement. Donc, les barrages existent, ils ne sont pas tous disponibles pour l'usage de l'eau potable. La majorité servent pour l'irrigation et pour l'irrigation d'appoint, en cas où il y a des sécheresses. Et ça sert aussi pour l'alimentation du bétail. Un tiers du PIB agricole, il provient de l'élevage. Le un tiers aussi du PIB agricole provient de l'irrigation et donc des cultures qui nécessitent de l'eau, sachant que 80% de nos ressources vont à l'agriculture. Alors, comment se fait l'alimentation en eau? Comment l'eau est répartie entre les différents usages? Alors, on a deux types de ressources. Nous avons les eaux de surface. Et essentiellement, les eaux de surface sont situées à 80% dans le nord. Et donc, pour les utiliser, il va falloir les transférer aux zones d'utilisation. Donc, le transfert des eaux du nord ou l'utilisation des eaux du nord se fait par l'infrastructure qui est mise en place par l'État, mais qui est gérée par la CKD Nord. La CKD Nord vend l'eau au CRDA, donc au Commissariat régional de développement agricole, qui eux-mêmes vendent l'eau au GDA, au Groupement de développement agricole, qui, les GDA, vendent cette eau à l'agriculteur. Ça, c'est tout ce qui est irrigation. Pour l'eau potable, la CKD Nord également vend à peu près 50% de l'eau utilisée par la SONED, elle provient des eaux du Nord, donc que la SONED achète chez la CKD Nord. D'accord? Donc, la SONED, elle prend de l'eau chez la CKD Nord, elle a ses propres barrages, qui m'appellent au Kasseb, ou elle a l'accès aux eaux souterraines. Donc, ce qu'il y a, c'est que les ouvrages qui sont construits par l'État, comme les barrages, les canaux, normalement, la CKD Nord, elle n'a qu'à l'exploitation. C'est-à-dire, quand elle veut qu'il y a un problème quelconque, elle est obligée de passer par l'État, en quelque sorte, pour que l'État intervienne et répare. La CKD Nord ne construit pas un barrage, la CKD Nord ne construit pas une conduite. Elle gère une infrastructure qui est mise par l'État. Et comme la CKD Nord n'est pas une société à profit, c'est-à-dire qu'elle n'a pas à faire des profits de la vente de l'eau, ce qui fait qu'elle a juste de quoi payer les charges de fonctionnement de la CKD Nord. Donc tout ce qui est envasement, tout ce qui est vétusté de l'infrastructure, c'est à l'État de remédier à cela et non pas à la CKD Nord. Et ça, c'est le plus gros problème, ce qui fait que, par exemple, le canal Majd-Dabban, il est arrivé à saturation, il ne peut plus transporter beaucoup d'eau. L'infrastructure dans les périmètres irrigués, elle est dans un état piteux qu'il va falloir réhabiliter, etc. Donc, il y a des choses à faire par l'État que ce n'est pas au moins des prérogatives de la CKD Nord. Alors, la recharge de nappes, c'est une des solutions pour, je dirais, deux objectifs. Le premier objectif, c'est valoriser des eaux excédentaires qu'on a et on ne sait pas quoi en faire, C'est-à-dire, si on la laisse dans le barrage, ça va s'évaporer. Donc, on prend cette eau et on l'injecte dans les nappes pour recharger les nappes qui sont en surexploitation. Parce qu'une nappe surexploitée, ça va engendrer une détérioration de la qualité et bien sûr, quand l'eau devient salée, les agriculteurs ne vont plus pouvoir utiliser cette eau. Donc quand on recharge la nappe, ça veut dire qu'on met à la disposition de l'agriculteur de l'eau pour qu'il puisse
assurer donc l'exploitation de ces terres. La deuxième chose pour l'exploitation, c'est une forme de protection de la nappe, surtout pour les nappes côtières qui sont du côté de la mer. Parce que vous savez qu'avec les changements climatiques, il y a l'augmentation de la température, la baisse de la pluviométrie. Avec l'augmentation de la température, c'est la fonte des glaciers, c'est l'élévation du niveau des mers et donc l'intrusion marine dans les nappes côtières. C'est ce qui se passe maintenant au niveau des nappes du Cap-Vert, de Sahel, etc. Donc la recherche de nappes est une forme de protection des nappes contre l'intrusion marine et aussi pour réduire la surexploitation afin que l'agriculteur puisse continuer à exploiter, et aussi une valorisation de l'eau excédentaire qu'on ne peut pas garder dans les barrages parce que si on les garde, on ne peut pas récupérer la pluie d'après et en fin de compte, ça va s'évaporer. Donc le mieux, c'est de la stocker dans les réservoirs souterrains. Alors, le Tunisien doit savoir que la situation, elle est très grave. Ça, c'est une prise de conscience générale. Et que la survie du Tunisien n'est pas seulement dans le robinet, parce que le Tunisien doit boire et doit manger. Les deux choses. Parce que s'il n'y a pas d'eau, on ne peut pas boire et on peut à la limite acheter de l'eau minérale. Mais pour manger, c'est beaucoup plus compliqué parce que nous consommons à peu près 100 litres par jour et par habitant, mais pour produire votre assiette, il faut à peu près 100 fois ou plus, 1000 fois. Il faut 1000 litres. C'est pour cela qu'on dit qu'il faut 1000 mètres cubes par habitant et par an, ça c'est le minimum. Donc, les Tunisiens doivent être relativement inquiets, mais personnellement, je pourrais dire que personnellement, j'ai confiance au génie de l'homme. L'homme, à chaque fois qu'il est face à des difficultés, il arrive à les surmonter et il arrive à innover. Donc, la situation est grave. Elle est grave, pas parce qu'on risque d'ouvrir un jour le robinet et il n'y aurait pas d'eau, parce que le développement en Tunisie, il est compromis. Parce que vous ne pouvez rien faire sans eau. On veut aller vers le rééquilibrage régional, le développement des zones intérieures. Avec quoi on va faire ça s'il n'y a pas d'eau? D'accord, on peut dessaler l'eau de mer pour le boire, pour fournir. Mais l'agriculture, qui est des agriculteurs qui va pouvoir acheter l'eau à 2 dinars ou 2 dinars 5 le mètre cube? Personne. Donc c'est la question clé qui devrait se poser. La Tunisie, le problème, ce n'est pas la soif, c'est le développement qui est compromis. Non seulement parce que nous vivons actuellement, mais avec les problèmes futurs qui sont liés à l'adaptation au changement climatique et donc là où on devrait avoir un plan national d'adaptation pour savoir, on a peu d'eau, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette eau? On sait que l'alimentation en eau potable, elle est prioritaire, mais le jour où l'agriculteur n'a pas d'eau, il ne pourra pas survivre. Donc il va casser la conduite de la Sonnette, il va truander, il va prendre de l'eau parce que sa seule survie, c'est dans sa plantation. Donc la question, elle est stratégique. Ce n'est pas seulement l'eau à boire, c'est l'eau pour le développement de la Tunisie. Oui, tout à fait. Donc quand j'ai dit c'est un problème de développement, cela touche le citoyen, ça touche également l'investisseur. Parce que l'investisseur, il a besoin de l'eau pour s'installer, quelle que soit l'activité. Certaines utilisations ou certaines industries ne peuvent pas supporter une coupure d'eau. Donc, est-ce que l'État va aller, par exemple, vers l'ouverture à ces entreprises pour qu'elles produisent leur propre eau? Parce que c'est possible, il suffit d'avoir des conventions pour que l'industriel, il produise son eau. Donc, il dessale l'eau souterraine ou l'eau de mer, mais donc, dans ce cas-là, il faut que ça soit bien contrôlé, parce que qui dit dessalement d'eau de mer dit aussi pollution par les saumures dans le milieu marin. Et donc ça a un coût. On ne va peut-être pas le payer aujourd'hui, mais le citoyen ou le contribuable va le payer d'ici 20 ans ou même moins. Donc, il faut toute une stratégie. Si on veut de l'investissement, il va falloir réfléchir à l'alimentation en eau et pas seulement à l'alimentation en eau, à la protection de l'environnement, parce qu'il n'y a pas que l'eau, il y a toutes les autres ressources naturelles qui sont compromises par le développement et par la mauvaise gestion, que ce soit du côté de l'État ou du côté du citoyen qui est encore très peu sensibilisé à cette problématique. Quelle que soit la situation, les Tunisiens doivent boire. Donc, du moment qu'on boit de l'eau, qu'on utilise l'eau, il y a des rejets d'eau. Ça veut dire qu'il y a des eaux usées, que l'Office national de l'assainissement est en train de traiter et de rejeter dans la nature.
Donc la réutilisation des eaux usées traitées, nous avons actuellement l'équivalent de 243 millions de mètres cubes. Cette eau, elle existe quel que soit, il y a sécheresse, il n'y a pas sécheresse, il y a inondation ou pas, elle existe. Donc c'est un potentiel qui est durable. Donc on n'a qu'à le traiter, de lui apporter un traitement supplémentaire, qu'il soit de meilleure qualité, afin de le fournir aux agriculteurs. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Dans certaines régions de la Tunisie, le seul développement, c'est l'agriculture. Et qui dit agriculture dit eau. Et donc dans ces zones, il faut apporter de l'eau, sinon c'est l'exode, on va délaisser les terres et ce sont des problèmes qui vont monter à la capitale. Donc la réutilisation de ces 240 qui vont aller peut-être jusqu'à 250, 260 d'ici 2030 millions de mètres cubes, c'est un potentiel très important sur lequel la Tunisie devrait travailler. Ça, c'est une première, piste. La deuxième piste, c'est travailler sur la réhabilitation des réseaux pour éviter les pertes. On peut gagner facilement avec peu d'efforts, 10 à 15% sur les eaux potables que sur l'irrigation. Les eaux potables, nous pompons actuellement 650 millions de mètres cubes, 15% c'est à peu près 100 millions de mètres cubes, c'est 5 fois les stations de dessalement d'eau de mer qu'on va mettre en place maintenant pour régler les problèmes d'alimentation en eau potable. Donc ce sont deux pistes très importantes. Aussi pour l'irrigation, il faut aller vers des cultures les moins consommatrices d'eau et imposer, de mon point de vue toujours, l'irrigation goutte à goutte comme système prioritaire et fondamental dans l'irrigation. Il n'en est plus question d'irriguer par des conduites, par des seguias, etc. Nous sommes un pays pauvre ou non, on le sera jusqu'à l'éternité, sauf si on dessale l'eau de mer, bien sûr. Et donc, il va falloir réellement économiser l'eau à travers l'utilisation des technologies d'irrigation goutte à goutte. Il y a aussi une autre alternative que moi-même je vois, c'est le changement climatique apporte des contraintes, mais aussi il apporte des opportunités. D'après les prévisions, on dit qu'il y aurait beaucoup plus d'inondations. Donc, il faudra innover dans le transfert de l'eau pour valoriser ces périodes de pointe extrêmes, pour les transporter et les stocker dans d'autres zones, par exemple créer des barrages souterrains ou injecter ces eaux dans les nappes. Donc, ce qui permet d'accroître le potentiel et surtout faire face à l'envasement des barrages, parce que nous construisons des barrages, mais tous les ans nous perdons sur la capacité à peu près 17 millions de mètres cubes par la vase qui s'installe dans les barrages.